Bonjour, bienvenue sur le podcast de l'apprentissage par le multimédia. Je suis Frédérique Berthelet et je vous propose aujourd'hui de nous rendre dans un endroit très particulier où se déroule le Festival de l'Apprendre. Ce festival annuel est cette année consacré aux résonances. Alors, lorsqu'on travaille le son, comme c'est mon cas, on cherche plutôt à les éviter. Mais Valentina Romano, dès que je vais la trouver, va nous expliquer l'intérêt des résonances pour l'apprentissage. Alors d'abord, je cherche la sonnette. Ah, c'est un timbre de vélo. Oui, bonjour. C'est Élodie qui m'accueille. Bienvenue aux Herbes Folles. Comme vous le voyez, vous êtes dans un espace qui est pas mal en travaux, en transformation, un espace qui est vivant. Avant, c'était des espaces de la métropole, des espaces d'ateliers, les archives municipales. Et du coup, on est venu se proposer un projet avec 3 entités différentes. Au fond de l'autre côté, le bâtiment de couleur que vous voyez par la fenêtre, qui est la Forêt électrique, du coup un cinéma indépendant qui accompagne à la réalisation de films. Le gros chantier là qu'on voit en plein milieu, c'est un habitat participatif porté par un bailleur social, Le Col, avec l'animation de Fairville. Et du coup, nous, là, en ce moment, on est dans le bâtiment du pôle d'économie sociale et solidaire des Herbes Folles. Donc nous, notre projet, c'est de garder tout l'espace du rez-de-chaussée comme des espaces d'atelier. On a 4 assos qui sont là-dessus, de la mécanique vélo, un espace menuiserie, un espace de conditionnement pour des boîtes en verre pour travailler autour des logiques d'économie circulaire. Et ensuite, du coup, sur l'espace d'en haut, on a des espaces de cowork. On est à peu près une dizaine d'assos sur cet espace-là. Voilà un peu pour la présentation générale. Juste, notre parti pris aussi au niveau de ce bâtiment, nous, c'est de retaper le bâtiment. Et en fait, on est, depuis 2020, agréé atelier d'insertion. Et donc, on a une équipe qui travaille sur la rénovation du bâtiment avec des matériaux de réemploi. Donc, aussi, pareil, dans des logiques d'économie circulaire, on retape des pièces avec tout ce qu'on peut récupérer en matière de bâtiment. Moi, je suis Valentina Romano de l'association Les Équipières. Depuis 2017, chaque année, sur tout le territoire national, les cercles APE, qui est un réseau informel de personnes qui sont passionnées par l'expérimentation de formes différentes d'apprendre. Donc, les cercles APE organisent ce festival chaque année. C'est le festival de l'apprendre. Et le thème cette année, c'est apprendre du vivant, nous nous formons naturellement. Nous avons choisi d'interpréter ce festival apprendre du vivant avec l'écho des récits. Apprendre du vivant, c'est aussi apprendre par les êtres humains, avec les êtres humains. Et apprendre de ce qui est vivant, de ce qui vibre, de ce qui parle, de ce qui crie, doucement ou bruyamment. Apprendre, c'est la main qui prend, qui capte, qui fait sien. Aujourd'hui, nous vous proposons de vivre l'expérience de l'écoute et de la résonance entre êtres humains dans cet environnement qui est un lieu tiers, un tiers-lieu. Et nous allons peut-être expérimenter la résonance. Donc la résonance, et je vais emprunter les mots de Hartmut Rosa, qui est le sociologue allemand qui a théorisé la résonance. Donc c'est un mode de rapport au monde marqué par une dimension responsive. Je suis affectée par une chose, par une personne, par une œuvre d'art, et à mon tour, j'exprime une émotion. Je touche, j'affecte l'autre. Le monde parle, je parle, les deux côtés parlent de leur propre voix. La résonance peut surgir là où on ne l'attendait pas. Elle peut également ne pas survenir alors même que toutes les conditions semblent réunies. Alors, nous vous proposons de venir aujourd'hui écouter les récits de nos auteurs. Elisabeth nous propose un chemin, elle rencontre des miroirs en perspective. Ludovic, il nous propose prendre un titre de loi au pied de la lettre pour être libre. Marion, avec déménager par hasard à la campagne, a changé ma vision de la vie. Et puis, dans un troisième temps,
On reviendra tous ensemble dans cette salle pour partager et partager le vécu de ces expériences d'écoute. Alors, je m'appelle Elisabeth. Puisque le thème, c'était celui de l'apprendre, j'ai décidé que le fil conducteur, pour moi, serait celui du lien avec les savoirs, et plus particulièrement ceux qui sont précieux aujourd'hui, grâce à quelques expériences et rencontres que j'ai fait dans ma vie, des rencontres importantes. Première chose pour moi, ça passe évidemment par l'école. C'est une chance de pouvoir y aller, j'en ai conscience. Mais j'ai pas l'impression que c'est là où j'ai le plus appris. En tout cas, jusqu'au lycée. Donc ça fait quand même un peu long. Et pourquoi? J'ai essayé de réfléchir. Je pense que j'ai été contrariée. Et j'ai trouvé 2 anecdotes qui n'en sont pas, en fait. Pour commencer, j'ai 4 ans. Et je suis gauchère. Donc je suis différente. Et ma maîtresse, qui est un produit de la très vieille école, décide de m'attacher la main à la chaise pour donc m'interdire de l'utiliser. Et l'année suivante, j'ai trouvé à 5 ans le courage de dire à ma maîtresse qu'il fallait qu'elle me redonne ma liberté. À 7 ans, j'apprends en leçon de grammaire que le masculin l'emporte sur le féminin. Et là, je sors de la classe très fâchée. Je me souviens très bien. D'autant quand même que j'avais l'impression que c'était une règle qui s'appliquait aussi dans la vraie vie. En tout cas, sur mon chemin, j'ai rencontré les inégalités et les sciences humaines. Et donc, la deuxième rencontre que j'ai faite, c'est celle d'Anne-Marie. Anne-Marie, à l'époque, j'ai 22 ans. Elle en a 50. Je cherche mon premier travail. Je postule à Paris dans une association qui accompagne des femmes pour sortir des violences conjugales. J'arrive devant l'association et j'ai l'impression d'être chez moi. Anne-Marie, c'est la directrice, elle me reçoit en entretien d'embauche. Elle est impressionnante. Ses voix, ses attitudes, sa corpulence, sa présence, ses questions, son esprit très vivace. Alors la rencontre se fait. Le job est pour moi. Et elle me fait confiance. Alors au sein de l'association où on a travaillé ensemble, et j'ai travaillé avec Anne-Marie plusieurs années, pendant 10 ans au moins, je vais vivre une expérience fondatrice. Je vais apprendre beaucoup de choses à ses côtés. Comment on accompagne dans le respect et la conviction que chaque vie de femme brisée n'est pas désespérée. Comment on travaille de manière engagée et professionnelle en équipe. Comment on défend ses valeurs en créant des projets simples et courageux. Comment la confiance en soi et avec les autres se cultive et se transmet. Mais aussi la comptabilité, le droit, la psychologie, la communication, les partenariats et bien plus encore. Tout ça au service d'une cause juste, mais très difficile à défendre. Peut-être que vous vous dites que tout ça, peut se trouver dans les livres. Mais travailler auprès d'Anne-Marie, ça m'a permis d'entendre et de revivre des moments de l'histoire du droit des femmes et des luttes sociales à travers les multiples anecdotes, expériences, récits, confidences de son histoire et de celles des autres femmes avec qui elle a fait tout ce chemin, évidemment, parce que c'est une affaire collective. Anne-Marie était un livre ouvert et vivant que l'on ne trouve pas dans les rayons d'une bibliothèque universitaire. Ensemble, on a fondé une association. À l'époque, j'ai 25 ans. Une autre association. C'est une expérience partagée avec des centaines de femmes qui m'a donné confiance en moi et de comprendre l'importance du pouvoir d'agir intérieur de chaque personne
et a dû démultiplier à plusieurs? Mon prénom, c'est Ludovic. J'ai débuté mes premières transitions professionnelles comme très souvent dans le monde étudiant. Vous savez, on a tendance à suivre des études, on fait quelque chose, mais on se sent pas à sa place. On se demande pourquoi on est en train de les faire, ces études-là. Est-ce qu'elles servent vraiment à quelque chose? Du coup, comme certains jeunes, j'ai un peu erré, un petit peu à côté de la norme. Les études s'annonçaient pas être le fort et pas être le meilleur pour tracer ce que la norme aurait appelé une carrière. Puis les hasards de la vie m'ont amené sur une première transition à dire « mais ça y est, t'as trouvé ta voie ». Comme tout le monde, je suis rentré dans le monde professionnel. Je me suis bien amusé pendant 1 an, je me suis même éclaté. J'ai exercé le métier, non plus en boutique, de commercial version VRP. Ça parlera pas peut-être à certaines générations, VRP, voyageur représentant placier. C'est celui qui vient pousser aux portes pour vous vendre un peu de façon forcée les choses. L'archétype du Jean-Claude dans la série Caméra Café, j'ai été VRP en photocopieur. Je vous promets que c'est sympa. Hein. C'est pas je vous pose en bas de la barre de l'immeuble, c'est je vous pose à l'entrée de la zone industrielle. Je viendrai vous récupérer à midi. Du coup, vous n'avez pas de bagnole pour vous barrer. Hein, et maintenant, tu remontes la rue et objectif, essayer de caser tes photocopieurs dans la matinée. Va pousser les portes et va les vendre. Puis va les vendre coûte que coûte. Alors, j'ai été formé par les Jean-Claude en question. J'ai découvert des trucs improbables dans le commerce. Moi qui en vends de boutique, je vous rappelle, j'étais parti sur « et c'est sympa, je permets à quelqu'un de répondre à son besoin ». Non, là, je permettais pas à quelqu'un de répondre à son besoin. Je lui faisais croire que j'allais répondre à son besoin. Ça commençait à pas vraiment me plaire, ça. C'était plus ma façon de voir les choses. Je commençais à quitter un petit peu ce monde que j'aimais bien. Je vendais plus, j'arnaquais. Du coup, cette arnaque, ça me plaisait pas. Je me suis dit, je vais changer d'employeur. C'est peut-être à cause de cet employeur-là. Je vais aller vendre des produits qui correspondent un petit peu plus aux besoins de mes clients. 4 employeurs, 1 an. J'ai même changé de secteur d'activité à un moment. Là aussi, je me suis éclaté. Après les photocopieurs, je suis parti vendre un truc qu'on utilise tous les jours et qui nous paraît complètement naturel. Ça s'appelle des terminaux de paiement électronique. Je retrouve mon passé, je me retrouve à nouveau à avoir l'impression de faire de la vente forcée. Ça va bien sur mon compte en banque. Ça va bien dans ma vie de tous les jours. Grâce à ce fric, je m'éclate, je voyage, c'est super, c'est sympa, quoi. J'ai pas de problème, j'ai un toit sur la tête, je mange. Et effectivement, je peux même, vu les marches que je me fais, vu les commissions que je réussis à faire, je peux aller voir s'il fait beau à Madrid quand j'en ai envie. J'habitais Paris, j'ai toujours aimé les plages landaises. Je pouvais dire sur un coup de tête, bon, on est vendredi soir, allez, tant pis pour la planète, on saute dans une voiture et on va voir s'il fait beau à Housegor, quoi. J'avais les moyens de vivre comme je le voulais, mais c'était un truc qui allait pas. Parce qu'au fond de moi, il y avait toujours cette petite voix qui disait « Ouais, mais lui, par contre, tu l'as mis dans la merde, là. » Lui, il te l'a acheté, le truc. Hein. C'est grâce à lui que t'as la com. Maintenant, il va falloir qu'il sorte 120 balles par mois. Et c'est pas sûr qu'il les ait. Si ça se trouve, un jour, tu passeras dans la rue, devant la boutique, et tu verras le panneau fermé. Et tu pourras dire « J'y ai participé à le mettre dans la merde. » Donc, c'est en tenant ce discours, là, à cette copine, mais en fait, ce que tu veux faire, c'est pas vendre, c'est conseiller. C'est le conseil que t'aimes, c'est pas la vente. Et les hasards de la vie m'ont fait. Cette copine me dit, j'ai une copine à moi, la copine de la copine. Oui, ça arrive comme ça. Sa mère, elle est dans un cabinet de chasseuse de tête. Et en ce moment, elle aimerait recruter des personnes pour faire du conseil en formation. 18 ans de métier de conseiller en formation. Et en 2018, c'est là qu'arrive le titre, j'en avais ras-le-bol. C'était sympa, mais j'avais largement fait le tour du métier. Et puis en plus, le métier était en train de changer. J'ai fait 18 ans où j'ai pu faire du conseil individualisé, et malheureusement, vers la fin, vers ces années 2018, j'avais un siège national qui était en train de me dire « Non, tu fais pas du sur-mesure pour tes clients. Nous, à Paris, on a construit un super produit type. Et la réponse à son problème, tu vas le chercher sur l'étagère à Paris et tu lui amènes sur sa table à lui. » Mais ça va pas, monsieur. Moi, je m'éclate parce que je donne des conseils personnalisés, parce que j'accompagne et je réponds à des besoins. Là, tu es en train de me ramener loin derrière sur « Vends ça. » Faut que je me barre. Ma dernière transition professionnelle,
2018, la loi, elle s'appelait Liberté de choisir son avenir professionnel. Tu seras quand même indemnisé par celui qui s'appelait encore Pôle emploi, qui est devenu France Travail. Donc, je pouvais me jouer une transition sans aucun risque. Je l'ai pris à 100% au pied de la lettre, moi, le texte de la loi. J'ai posé ma dème en me disant je vais être indemnisé. Je suis parti me former avec mon CPF, ce qui m'a permis d'aller chercher quelques compétences de formateur. Dans la foulée, j'ai créé ma structure. Ça, c'est pour la partie liberté. J'en ai eu marre de bosser pour les autres. Et depuis, je bosse pour moi. Voilà. Liberté de choisir son avenir professionnel par le biais de plein de transitions. Parfait. Donc, je m'appelle Marion. Donc, quand j'étais petite, j'ai beaucoup déménagé. Voilà, mes parents, ils habitaient à droite, à gauche. C'était des vrais nomades pour le travail. Et nous, on est enfants, donc on les suit. Et donc, j'ai vécu dans plein de villes, dans plein de pays différents. Après, j'ai fait mes études à Marseille. Et de là, je vais faire un stage de fin d'études dans un pays hispanophone. Et j'ai choisi très, très loin. J'ai pris de l'Argentine. Ça avait l'air super exotique. Donc là, je me suis retrouvée dans un job qu'on qualifierait de rêve, avec un bon salaire. J'ai travaillé pendant 5 ans dans une grosse boîte dans le secteur automobile. Et j'avais la vie de cadre. Je vivais dans un duplex en centre-ville, au 18e étage, avec une piscine sur le rooftop. Vraiment, je cochais toutes les cases de ce qu'en école, on nous avait dit qu'était le succès. Et aussi, ce qui rassure beaucoup les parents, parce que c'est cadré, quoi. C'est stable, et ça, les parents, ils aiment bien. Donc, j'étais fière de moi. Et puis, j'ai trouvé un petit Argentin là-bas, on s'est mariés, tant qu'à faire. Et puis, j'ai décidé de déménager en France, parce que ça faisait déjà 5 ans, c'était le plus long que j'avais vécu à un endroit. Je me suis dit, il faut continuer à bouger, là, on va pas être statique, il y a plein de choses à découvrir. Et puis, on va faire quelques années en France, comme ça, tu découvres mon pays. Et donc, arrivé en France, j'ai dit, c'est l'occasion de tester l'entrepreneuriat, parce qu'on a déjà fait l'entreprise, on n'a jamais fait l'entrepreneuriat. Et il y avait un truc qui me bottait bien, c'était l'agriculture urbaine. Et en Argentine, je m'étais formée à des techniques qui permettent de faire pousser des plantes dans l'eau. En France, c'était pas très, très connu, cette technique-là. Et puis, il y avait quand même tout un côté écologique à cette technique, donc je voulais vraiment la développer. Mais pour s'installer sur des toits en ville, il faut de l'argent. Donc, il faut des investisseurs. Et pour que les gens investissent, il faut faire ce qu'on appelle un POC, un Proof of Concept. Donc, en gros, c'est une ferme pilote qui montre que techniquement, la technique, ça marche et qu'en plus, on peut en vivre. Et une fois qu'on a fait cette ferme pilote, on va voir les banques, on va voir des investisseurs et ils nous disent « Yes, on vous suit ». C'est là que, du coup, par la force des choses, on s'est retrouvés à la campagne. Et je dois avouer que maintenant, avec le recul, j'essaye de ne pas me mentir à moi-même et je me souviens très bien ce que je pensais à l'époque. J'étais pleine de préjugés et même si c'est très honteux à avouer, et je pense que c'est important de se souvenir ma mentalité de l'époque parce que ça fait partie de qui je suis et de qui sont plein de gens. Et j'étais persuadée d'être un peu supérieure aux gens de la campagne et d'avoir un peu plus de culture, d'être un peu plus intéressante parce que moi, j'avais fait plein de trucs. Donc, je les avais, ces préjugés, et je me suis rapidement pris des bonnes claques. Et donc, c'était bien. J'ai pris une bonne petite leçon d'humilité parce que j'ai très vite vu que les propriétaires de notre serre, qui étaient des agriculteurs, quand le premier dîner chez eux, une bibliothèque impressionnante, on a parlé géopolitique toute la soirée, ils m'ont vraiment retourné le cerveau. J'ai fait « Oh purée !» J'étais mal informée. Et donc ça, c'était... Après ça, j'en recevrai plein d'autres des claques. Et c'est normal, ça fait partie du chemin de l'apprentissage. Le temps a passé et il s'est passé quelque chose qui est vachement intéressant. C'est qu'il y a eu tout un apprentissage passif du simple fait de vivre à la campagne, avec tout ce que ça implique, donc les gens, la nature, les relations sociales et humaines et tout. En fait, ça a déteint sur nous. Et c'est pas on n'a pas cherché à changer, mais force est de constater qu'au fur et à mesure des années, parce que ça fait maintenant 13 ans, en fait, on a vraiment, on s'est transformé. On va s'intéresser à la météo, plein de choses qui m'intéressaient pas du tout avant, alors que c'est censé faire partie de nous, l'humanité. Et donc, évidemment, la façon dont on se nourrit, c'est lié. Et très vite, j'ai vu qu'il y avait des saisons et qu'il y a des trucs qui sont pas de saison. Maintenant, il y a tout un discours autour des légumes de saison et tout. J'ai l'impression qu'il y a 10 ans, il n'y avait pas du tout ce discours. Moi, je m'étais jamais posé la question de ne pas manger de tomates en hiver. Faut pas manger de tomates en hiver. C'est vraiment une catastrophe écologique. Mais du coup, maintenant, j'arrive à le vivre comme un plaisir.
parce que du coup, la tomate, on est sevré, tomate, courgette, oignon, poivron, pas oignon, mais poivron, aubergine et tout. On n'en mange pas pendant plusieurs mois, mais du coup, quand elle revient, mais c'est une fête. C'est la teuf. On se souvient de la première tomate. On va kiffer pendant toute la saison. Et la dernière, on va lui faire une cérémonie de la dernière tomate. Et là où avant, en fait, c'était les mêmes tomates. C'est juste comme on avait tout le temps. C'est jamais une fête. C'est plat. L'émotion, elle est plate, quoi. Alors que là, du coup, ça fait des vagues et tout. Donc tout ça, c'est très lié à des choses qui, d'un coup, ça a pris de l'importance pour moi et ça me génère du bonheur. Et je trouve que c'est cool parce que le bonheur est d'un coup plus accessible. C'est beaucoup plus facile de kiffer sa première tomate que de kiffer parce que j'ai acheté un jean d'une grande marque. Ou voilà, je trouve que ça ramène à des choses qui sont beaucoup plus simples et accessibles. Est-ce que nous avons réussi à nous taire intérieurement le temps du récit? Ça serait donc une première question. Est-ce qu'il y a eu des résonances? Est-ce qu'il y a eu des mots qui vous ont justement touché, éclairé même parfois? Parce que quand on entend quelqu'un dire son expérience, son vécu, il peut dire des mots qui éclairent ce que je vis, ce que j'ai vécu, ce que je voulais dire, mais j'avais pas le mot. Ben, l'autre, il l'a dit. Et puis, tout simplement, ces vécus, qu'est-ce qu'ils nous ont appris dans le sens plus large? En fait, moi, ça m'a... Déjà, merci parce que alors, ça m'a apaisé, ça m'a fait du bien, cette écoute complètement inhabituelle. Et ça agit sur tellement de choses après. Ça m'a vraiment bouleversée. J'en suis encore émotionnellement traversée. Donc, merci. Moi, je vais bien partager cette expérience de l'écoute qui est passée d'abord par le corps. C'est-à-dire que vraiment, il y a eu des moments où j'ai respiré presque plus. Il y a eu des moments où j'ai senti mes yeux, effectivement, qui piquaient. Et il y a eu des moments où j'avais souri, où je sentais dans mon corps que ça se nouait, où ça se détendait. J'avais la chair de poule. Et moi, je compléterai ce que tu dis sur cet exercice de se taire à l'intérieur de soi pour arriver à écouter complètement. Et en même temps, moi, dans les 3 témoignages aussi, ça a été la résonance hyper forte, tout en étant dans cette posture d'écoute et de ne rien se dire aussi dans sa tête. Et en même temps, dans les émotions ressenties, moi, à chaque fois, j'avais vraiment j'étais à votre place pleinement. Et donc, du coup, c'était aussi hyper riche à ce niveau-là. Moi, je te rejoins aussi. J'ai trouvé qu'on était en position de vulnérabilité. Parce qu'en fait, on a l'habitude, quand on raconte des choses, de prendre les feedbacks et de se baser dessus pour aller un peu orienter son discours, pour aller un peu en face, dans le sens de celui qui nous écoute, pour garder des bons liens sociaux. Hein. C'est utile quand même, cette capacité. Mais du coup, aller jusqu'au bout du truc, sans prendre les feedbacks, c'est de se dire « Oh là là, aussi bien, il pense pas du tout comme moi, il me déteste. » Et donc, ça nous met en situation de vulnérabilité. Ouais. Mais du coup, ça fait des récits qui sont plus honnêtes. Et donc, c'est probablement pour ça que c'est plus émouvant aussi. Voilà. Moi, j'ai envie de témoigner que j'étais à la fois dans l'écoute verbale et dans l'écoute non verbale. Donc, je voyais les personnes qui racontaient se transformer au fur et à mesure dans leur récit, devenir de plus en plus belles. Et en plus, à un moment, moi, j'avais une petite larme dans l'œil, là, et je ne comprenais pas trop parce que, bon, je me disais, ça doit être un phénomène physique. Et en fait, je me suis rendu compte qu'en face de moi, il y a quelqu'un qui pleurait, pas à chaudes larmes, mais quasiment, quoi. Qui n'était pas la personne qui racontait d'ailleurs, mais voilà. Et donc, on était dans une espèce de transmission non verbale intense et voilà, très agréable à partager, quoi. Tout ce que vous dites, ça fait vraiment écho. Mais une question qui est que j'ai un peu là depuis que j'ai entendu les récits, c'est comment on en est arrivé là, en fait. Comment on en est arrivé à aujourd'hui trouver cet exercice si rare et si étonnant, alors qu'on est des animaux dotés de cette capacité de s'écouter et de se parler. Et comment on est aujourd'hui transcendé par une situation où pendant un quart d'heure, on écoute quelqu'un parler
en essayant de ne pas être dans le jugement, de ne pas être interventionniste, de juste écouter. Et en fait, on n'a plus ça dans nos vies. Et voilà, quelle tristesse quelque part d'être dans un monde où on n'a plus ça, quoi. Moi, je veux juste témoigner que je me suis fait un peu avoir. Alors, Marion, elle a commencé son récit par dire « Je parle vite parce qu'on me coupe souvent ». Et en fait, moi, je suis partie dans un délire où je me suis dit « Mince, là, il y a de la violence ». Il y a quelque chose qui va se passer dans son récit où elle va nous parler d'une violence, voilà. Et pas du tout, en fait. Quand elle a commencé à dire je suis revenue en France avec mon mari, je dis non, Fatima, tu vois, tu t'es plantée, c'est pas du tout ça. Donc c'est intéressant. Du coup, je dois aussi analyser, moi, pourquoi tout de suite j'ai fait ce truc-là. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que ces récits sensibles ont eu aussi des résonances chez vous. Je vous laisse en musique avec cette musique intitulée Canopée rouge.